Alors, bonjour à tous. Je suis hyper ravie d'avoir ce temps d'échange avec vous pour échanger sur toutes ces questions de luxe, d'Afrique. Et là, la vraie angle d'attaque, ça sera aujourd'hui le luxe made in Africa, mais avec un aspect assez historique sur lequel je reviendrai. Pour me présenter brièvement, parce qu'on n'a pas pu très bien l'entendre au cours de la première partie avec Bettina, il y avait des petits problèmes de son. Je m'appelle Loura Badi. J'ai intégré l'INI il n'y a pas très longtemps. Et du coup, moi, je suis une vraie marketing enthousiaste avec un vrai focus sur tout ce qui est branding et principalement le branding dans le luxe. Et à côté de ça, je suis aussi très intéressée par tout ce qui est notion de e-commerce. Et aujourd'hui, je travaille un peu dans les deux milieux entre le branding et le commerce. Et je suis notamment extrêmement passionnée par le sujet du luxe made in Africa. Je suis d'origine franco-ivoirienne, donc je pense que tout ceci s'explique. Et à côté de ça, c'est un sujet que je maîtrise de plus en plus dans la mesure où j'ai eu l'opportunité de faire mon mémoire de fin d'études sur ce sujet-là, donc d'emmagasiner pas mal de connaissances à ce titre-là. Donc aujourd'hui, vraiment, toute l'idée de cet échange, et donc vraiment, c'est un échange, donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir pendant la présentation, ajouter une connaissance, sentez-vous libre. Je pense qu'on a un petit comité assez sympa, donc on peut vraiment se permettre d'échanger de cette façon-là. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre en quoi l'Afrique peut être considérée un peu comme le berceau du luxe, en remontant notamment à tout ce qui était société ancestrale africaine, de voir comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils utilisaient et qu'est-ce qu'était le luxe pour eux. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre tout ceci pour comprendre aujourd'hui tout ce qui est luxe made in Africa à notre ère. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en comprenant ce qui s'est fait dans le passé. Donc, c'est un peu l'idée de cette présentation. Et pour un peu des raisons techniques, je ne vais pas mettre ma caméra pendant que je commencerai la présentation, mais n'hésitez pas si vous voulez intervenir encore une fois. Avec grand plaisir, on lira vos remarques si vous voulez ajouter d'autres connaissances. Du coup, cette présentation sera structurée en trois parties. Du coup, en trois parties. Donc, on aura toute une partie où l'idée sera vraiment de comprendre les indicateurs actuels montrant l'essor du luxe en Afrique, de comprendre pourquoi il n'est pas du tout honteux et gênant de parler d'un luxe en Afrique. Ensuite, on prendra un temps pour justement se plonger dans l'histoire, les origines et essayer de constituer ensemble une définition du luxe made in Africa. Et dans un troisième temps, le temps final, on verra comment toutes ces notions actuelles, donc de luxe made in Africa, de l'histoire du luxe, des origines de ce luxe dans les sociétés ancestrales africaines, répondent totalement à ce qu'on voit émerger aujourd'hui. Il y a pas mal de marques de luxe made in Africa qui émergent aujourd'hui sur la scène internationale et sur la scène africaine qui en fait répondent totalement à ce qui se faisait avant. Et je trouvais ça super intéressant et pertinent de commencer ce temps d'échange en citant donc cet historien ultra connu, donc Cheikh Anta Diop, historien sénégalais qui affirmait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ce qui est très intéressant quand on réfléchit un peu à cette notion, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que la première vie a eu place en Afrique. Et si on part du principe que la première vie a eu place en Afrique, ça veut dire que les premières société qui est tout simplement le fait que plusieurs personnes vivent en groupe, ont eu place en Afrique. Et justement, ce qui est intéressant à souligner, c'est que là, il y a consensus sur cette notion de dire que dans les sociétés, notamment africaines, mais en général à l'échelle de la planète, il y a toujours eu une sorte de hiérarchisation, placite ou pas, dans les sociétés. Et justement, le meilleur moyen pour se différencier dans une société, c'est utiliser du luxe qui peut s'organiser de différentes façons, par les bijoux, par les vêtements, par les structures, par le lieu où l'on vit. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et justement, donc je le disais, l'Afrique berceau de l'humanité, les premières sociétés en Afrique, et bien justement, il était intéressant de se plonger dans les sociétés ancestrales. Donc là, sur l'écran, normalement, vous devez voir afficher 3 photos. Donc une photo tout à droite qui est une photo des cultures Nok. C'est une culture, donc les cultures céramiques Nok, c'est l'empire Nok, en fait, c'est l'empire
qui est l'actuel Nigeria. Et en fait, il faut savoir que ces cultures-là, elles sont exposées au musée du Quai Branly. Donc, dès que tout ceci finit, je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont majestueuses en vrai. Elles peuvent atteindre 2 mètres 5 de hauteur de mémoire. Et c'est vraiment des cultures qui étaient vraiment présentes dans les lieux d'habitat des personnes les plus âgées de l'Empire Nok. L'Empire Nok, encore une fois, je le souligne, l'actuel Nigeria. Au centre, vous voyez la photo d'une femme. C'est l'illustration de la reine Tin In An. Donc, il faut savoir qu'elle a vécu au IVe siècle. Et en fait, cette reine était toujours dans toutes les histoires, les illustrations, tous les récits qu'on entend étaient illustrés avec des colliers. Et c'est les colliers, en fait, c'est les géométriques Touareg, ultra connus en matière argent. Et ensuite, sur la photo tout à gauche, vous pouvez voir une femme en plein mouvement durant une cérémonie entourée vraiment avec tous ses bras jonchés d'or. Et en fait, le tissu qu'elle porte, c'est un tissu qu'on appelle kinte en anglais. Et en fait, ce tissu-là, c'est vraiment l'apparat des sociétés, des familles royales ou des familles très distinguées de la culture Ashanti. La culture Ashanti, c'est un peuple qui vit actuellement encore dans l'actuel Ghana et ou encore en Côte d'Ivoire. En fait, ces 3 photos-là, je tenais à vous les montrer comme à titre d'exemple pour comprendre vraiment que ce sont des manifestes qui montrent que dans les sociétés d'antan, les sociétés ancestrales, il y avait déjà des présences du luxe. Parce que, comme je le disais, le pain kita était porté par les familles royales et les familles ayant de l'argent. Ça demandait l'exécution, la production de ce pain-là, une technicité, de l'artisanat et des connaissances. Vraiment, c'était un produit d'exception. Les colliers que vous voyez au centre, les colliers en argent, c'était vraiment, vous voyez là, c'est la reine berbère, donc l'ancêtre originel de la tribu Touareg et qui en porte et qui était vraiment alignée à toutes ces femmes qui avaient de l'argent, de l'opulence et une certaine place dans la société Touareg. Sur le côté, la culture noble, comme je vous le disais, c'est vraiment des céramiques qui étaient présentes dans les habitats les plus luxueux, donc les habitats des populations ayant de plus d'argent tout simplement. En fait, et si on résume tout ça, de façon très but en blanc, on peut comprendre. Donc, dans ces 3 images-là, dans ces 3 exemples-là, on trouve de l'exception, parce que c'est les gens qui sont un peu rares, distingués dans la société qui les portaient ou qui les mettaient dans leur maison. On trouve de l'émotion, parce que ça dégageait quelque chose quand on le portait ou quand on l'avait chez soi, et on trouve cette excellence. Et le luxe en soi, de façon très but en blanc, c'est l'excellence, l'émotion et l'exception. Je veux juste m'arrêter un petit instant pour vous donner une petite histoire sur la culture Touareg, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment particulièrement. Et en fait, les bijoux Touareg, il faut savoir que chaque bijou Touareg raconte l'histoire du peuple. C'est vraiment toute la géométrie qu'on retrouve sur le bijou raconte une histoire, un moment de la culture Touareg. Et en fait, une des spécificités de ce peuple-là, c'est vraiment de porter des bijoux en argent, parce que l'or a très vite été surplombé par cette matière-là, à savoir l'argent, dans la mesure où les femmes Touareg avaient un peu peur de porter de l'or. C'était vraiment superstitieux dans leur croyance. Et en fait, il faut savoir que tous ces bijoux-là, c'était vraiment des éléments qui se transfèrent aujourd'hui encore de famille en famille, de génération en génération. On en trouve dans les cultures Touareg, des bijoux très anciens comme ceci. Et à l'époque, en tout cas, ça avait une vraie valeur symbolique, aujourd'hui encore, mais surtout, c'était un moyen d'échange. En fait, les colliers géométriques Touareg, c'était vraiment de l'argent, c'était un moyen économique d'échange. Du coup, ce qui est intéressant à souligner, c'est que, en fait, malgré les richesses étendues des civilisations africaines qui sont incontestables, ça, de nombreux théologiens, de nombreux anthropologues, de nombreux historiens attestent qu'effectivement, il y avait une culture, il y avait de la présence d'excellence, d'émotion et de haute technicité dans les produits que certaines familles africaines possédaient. On constate que, en fait, l'imaginaire collectif global s'arrête à dire que l'Afrique, c'est le théâtre
de malnutrition continuelle. L'Afrique, c'est le théâtre de guerres tribales. L'Afrique, que se dire encore, c'est le théâtre de l'instabilité politique et autres mots ainsi, alors que il y a tout un pan de la réalité africaine qui est très souvent oublié. Il est vrai, hein, je ne veux pas dire du tout dans cet échange que tout va bien. Non, non, non. Mais c'est juste histoire d'enlever ces œillères qu'on a qui centralisent l'Afrique comme le continent de tous les maux. Il est vrai, par exemple, la Banque mondiale a attesté en 2018, de mémoire, oui, qu'il y avait un rapport qui disait le rapport sur la pauvreté et les richesses partagées, qu'aujourd'hui, bien que le chiffre et la proportion diminuent, encore 41% de la population africaine vit avec moins de 2 dollars par jour, quoi. Donc, ça montre qu'effectivement, il y a des problèmes. Mais il y a tout un autre pan de la réalité, notamment ancestrale, ancienne, qui devrait aussi être souligné pour comprendre que l'Afrique n'est pas que ce qu'on dit. Et à cet effet, je voulais vous montrer cette vidéo, ce court extrait d'un reportage tiré de National Geographic qui est super intéressant. Si vous avez vraiment l'occasion, je vous invite à par la suite le voir en entier, qui parle de l'Empire du Mali et qui parle notamment de l'empereur des empereurs qui s'appelait Mansa Moussa. Je vous laisse voir la vidéo. En 1312, quand il prend le pouvoir, il hérite de toute une série de titres. Roi des rois, Lion du Mali, et peut-être le plus important de tous, Seigneur des mines. Une enquête a classé Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. En comparaison, Bill Gates est arrivé 12e avec quelque chose comme un quart de la fortune de Moussa. C'est un des personnages historiques les plus incroyables qui soit et peu de gens en ont entendu parler. Mansa Moussa dirige un immense empire africain. L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements aurifères connus à cette époque. Tout l'or du royaume appartenait à Mansa Moussa. Il l'utilisait comme bon lui semblait. Des milliers de ses sujets travaillent durement dans ces mines d'or. En fait, cette vidéo, pour moi, elle est super intéressante parce qu'avant d'avoir commencé vraiment à me plonger dans toute cette culture, de me poser autant de questions, je ne connaissais pas du tout cet homme. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais moi, je ne le connaissais pas, pardon. Et en fait, ce qui est super intéressant de voir, c'est que vous voyez que, enfin, c'est vraiment des reconstitutions, mais il était vrai que cet homme-là avait été habillé et vêtu d'or de façon complète. Et ça, c'est le luxe ultime pour les sociétés ancestrales. Donc, je pense que tout ceci contrebalance un peu l'image négative qu'on peut se faire et les œillères qu'on peut avoir. Donc, tout simplement, en fait, l'Afrique, ce n'est pas seulement ce qu'on se dit comme le continent de tous les maux, mais il y a plein d'autres choses, notamment de la croissance démographique africaine est née des classes moyennes et des moyennes supérieures. Ces personnes sont de plus en plus intéressées par l'achat de produits de luxe, principalement de luxe accessible. Et vous savez, il est totalement faux de croire que ceux qui consomment le plus de luxe sont les personnes riches à vraiment haut pouvoir d'achat. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a une étude du comité Colbert, je ne m'en souviens plus en quelle année elle est sortie, mais sûrement en 2016 ou 2018. Donc, elle remonte un peu, mais la constatation est assez frappante, qui disait que justement, en France, les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont ceux qui consomment le plus de luxe. Et je pense qu'on peut se permettre de faire le parallèle avec l'Afrique parce qu'on peut se dire qu'en Afrique où la classe moyenne émerge, on peut se dire que ces gens-là vont vouloir consommer théoriquement du luxe, bien que ça soit du luxe accessible. En fait, ce phénomène s'explique par un effet volume, compte tenu que la puissance de l'effet volume et de la croissance démographique africaine, donc d'autant plus de classes moyennes, un grossissement de leur pouvoir d'achat, et le fait qu'eux aussi, ils sont capables de consommer, ce qui fait que l'Afrique devient tout de suite un vrai player en termes de consommation du luxe. Il y a une vraie transformation structurelle qui s'établit à ce niveau-là.
Et à côté de cette classe moyenne qui émerge et qui grossit décennie après décennie, on constate aussi l'émergence et la confirmation d'une classe africaine ultra riche. On parle aujourd'hui en Afrique de 148 000 personnes vivant avec un actif net au-dessus de 1 million de dollars. On parle des high net worth individuals. Et ce chiffre-là est assez marquant, assez parlant, parce qu'il montre qu'en Afrique, d'une part, par la classe moyenne, mais d'autre part, par ces populations ultra riches qui augmentent de jour en jour, et bien tout simplement, la soif du luxe est d'autant plus présente. Et on peut dire carrément qu'elle est indéniable, parce que là où des gens riches sont, là où une classe moyenne émerge, le luxe est. De plus en plus de marques de luxe occidentales du type Hugo Boss, pour les voitures Porsche, du type Dolce Gabbana, du type Prada et Jimmy Choo, et j'en passe, se sont installées en Afrique pour répondre justement à cette demande croissante de luxe. Mais dans le même temps, on constate en parallèle que ces dernières années, de plus en plus d'entrepreneurs locaux ont lancé leur propre entreprise sur le marché. Et là, justement, on parle de l'émergence du luxe made in Africa. Et ça, c'est vraiment la première étape pour comprendre qu'il y a deux dynamiques qui s'établissent. La dynamique où l'Occident, les marques occidentales viennent s'implanter parce qu'ils ont compris qu'il y a un filon à prendre et il faut se positionner tôt pour pouvoir vraiment perdurer. Et il y a aussi à côté de ça, cette dynamique d'entrepreneurs du luxe qui émergent de plus en plus et qui créent des marques qui émergent à l'échelle du continent, mais aussi à l'échelle internationale, c'est ce qu'on verra, internationale. Et du coup, maintenant, il serait intéressant de comprendre vraiment, je vais vous prendre le cas de 5 pays clés où on voit de façon ultra tacite comment le marché de la consommation du luxe est en plein boom littéralement, quoi. Donc, en gros, il faut comprendre que, je pense, comment expliquer, que l'Afrique subsaharienne, ça c'est un fait statistiquement prouvé, est la deuxième économie à se développer le plus rapidement, juste derrière l'Asie-Pacifique. Et ça, c'est une étude qui date de 2018 de l'IFOP. En tant que région en plein essor, l'Afrique subsaharienne est en phase de devenir une pure région clé en matière de consommation du luxe. Tout ce pourquoi on a expliqué au préalable. Donc, émergence de la classe moyenne, une émergence de la classe ultra riche, la croissance démographique, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qu'on constate en Afrique, notamment l'urbanisation qui s'accroît d'année après année et qui confirme cette volonté que, effectivement, le marché du luxe en Afrique a un vrai potentiel. Dans la mesure où on sait très bien, ça c'est quelque chose qui est statistiquement prouvé, que les consommations de produits de luxe se concentrent dans les villes ultra dynamiques. Il faut savoir que, bon, là les chiffres sont un peu vieux parce que j'en avais pas trouvé de plus récent, mais en 2015, le marché du luxe subsaharien, d'Afrique subsaharienne, représentait 2,4 milliards de dollars. Et on estime que d'ici les 5 prochaines années, il devrait croître de 30%, ce qui est vraiment incroyable, quoi. Donc, on évoquait le potentiel de croissance du marché de la consommation en Afrique de luxe s'explique par la transformation démographique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. Effectivement, on en a parlé, il y a une grosse population, vraiment près de quasi moitié, qui n'a pas du tout les ressources. Et là, on n'en parlera pas du tout de ces types de personnes en termes de consommation de luxe. Mais il faut savoir que je parlais du fait à l'instant que l'urbanisation est un phénomène qui déclenche et qui accroît la consommation du luxe. Aujourd'hui, en Afrique, il était estimé en 2010 que le taux d'urbanisation était de 38%. Et en l'espace de 20 ans, dans 2030, les projections disent qu'il va augmenter de 17 points. On va passer de 38 à plus de aux alentours de 50%, ce qui est vraiment énorme. Et parallèlement à ce phénomène, je veux juste encore souligner, vous donner vraiment des chiffres pour qu'on comprenne à quel point c'est énorme et c'est vraiment pas un phénomène à négliger. Cette classe moyenne dont j'arrête pas de vous parler, il est prévu qu'elle triple
en l'espace de 15 ans, 15-17 ans, entre 2013 et 2030, selon le cabinet Deloitte. On passera d'environ 375 millions de personnes appartenant en Afrique à la classe moyenne à en 2030, 3 fois ce chiffre-là, ce qui est magistral. Et juste pour vous le dire, souligner encore ce point-là, c'est que en luxe, on parle de... Enfin, moi, j'aime catégoriser qu'il y a 3 types de luxe. Et je pense que c'est vraiment ce qui a été le plus consensuel par les littératures académiques. Il y a le luxe qu'on disait accessible, il y a le luxe intermédiaire et il y a le luxe inaccessible. En Afrique, il y aura un effet volume grâce à ce levier du luxe accessible, mais aussi un petit peu d'effet valeur du fait du luxe inaccessible. Et c'est justement sur ce double effet-là, ce double mécanisme-là, qu'on attend à ce que l'Afrique, d'ici quelques années, soit vraiment un continent qui joue une place importante en termes de luxe. Et là, je voulais m'asseoir parce que c'est bien beau de donner tous ces chiffres statistiques, mais je voulais vous donner des cas concrets de pays. Donc, on a 5 marchés clés. 5 marchés clés. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est 54 pays avec des situations économiques, sociales, politiques totalement diverses et variées. Et il y a 5 pays qui, selon l'IFOP, se différencient et sont vraiment des pure players en termes de consommation de luxe. On a l'Afrique du Sud, bien évidemment. On a le Kenya, on a le Nigeria, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Et ce qui est assez frappant, c'est que, en fait, si vous voyez la carte, ces pays-là se situent aux 4 coins de l'Afrique, en fait. Et c'est autant de portes d'entrée pour pénétrer les différentes sous-régions ateliers à ces pays-là. Et c'est ça la force, en fait, de tout ça. Parce que si on prend le cas de l'Afrique du Sud, pays ultra intéressant en termes de luxe, c'est connu vraiment de façon ultra incontestable, sans débat, comme étant le marché du luxe le plus mature d'Afrique. Bien qu'en termes de puissance économique, le Nigeria a suppléé l'Afrique du Sud, il me semble, en 2014. Oui, 2014. Du coup, l'Afrique du Sud est considérée comme la porte d'entrée, de façon très globale, pour les marques occidentales sur le continent. On parle de marques telles que Salvatore Ferragamo, on parle de Dolce & Gabbana et d'autres. Toutes ces marques ont des magasins de plus en plus dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que, à la différence des autres pays, l'Afrique du Sud est le pays qui se différencie le plus en termes d'infrastructures prêt à recevoir ces marques de luxe occidentales. C'est-à-dire que quand Dolce & Gabbana veut ouvrir un certain commerce, une boutique, il ne peut pas se positionner au bord d'une route où il y a une femme qui est en train de vendre un mets africain, parce que c'est une vraie réalité. Le commerce informel en Afrique est ultra présent. Et c'est justement ces 41% de population qui vivent avec 2 $ par jour, ils vivent de ce type de commerce très généralement. Et en fait, l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus mature parce qu'il a des infrastructures répondant aux critères de ces marques-là. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, on parle de 2000 centres commerciaux, ce qui n'est pas énorme si on compare avec, je ne sais pas, les États-Unis ou la France ou d'autres pays, mais c'est quand même 2000 centres, 2000 écosystèmes favorables pour accueillir des marques de luxe. À côté de ça, en Afrique du Sud, il y a toute cette émergence de marques sud-africaines qui font un vrai boom à l'échelle internationale, du type Max Sosa. Là, on en parlera par la suite parce que c'est une marque vraiment incroyable et on fera un vrai focus. Du type Rishis Munsi, du type Kisua. Enfin, il y a vraiment des marques qui émergent et qui sont un peu du luxe made in Africa. On n'a pas encore bien défini ce qu'était la notion du luxe made in Africa, mais là, au travers de tout ce qu'on a dit, on peut comprendre, avec des petites bises que j'ai dit, on peut comprendre un peu cette notion-là. Le second pays dont je voulais parler, c'est vraiment le Kenya. Il faut savoir que le Kenya, c'est un pays ultra stratégique pour pénétrer cette sous-région. C'est vraiment, aujourd'hui, la capitale, Nairobi, c'est la 6e ville la plus riche d'Afrique. Et on parlait d'urbanisation tout à l'heure, et c'est vraiment important de montrer que cette ville-là, les gens ont le potentiel d'acheter des biens de luxe, mais vraiment sans problème. Pas toute la population, bien évidemment, mais beaucoup d'entre eux. Le 3e pays, c'est le Nigeria. Et aujourd'hui, comme je le disais, depuis 2014, c'est la plus grande puissance économique. Et ce qui est intéressant de souligner avec le Nigeria, c'est que vous savez, le Nigeria, c'est un pays ultra riche en termes de pétrole, de gaz,
Malheureusement, ce n'est pas du tout toute la population qui bénéficie de ces richesses-là, mais certaines parties en bénéficient et donc ont beaucoup de moyens. Il faut savoir qu'entre 2007 et 2017, la richesse totale du Nigeria a augmenté de 19%. C'est énormissime. Des gens s'enrichissent clairement au Nigeria. Des gens s'enrichissent, ça veut dire que des gens veulent acheter du luxe. Parce qu'on a vu, on a convenu ensemble tout à l'heure que le luxe est là où les populations veulent se distinguer, là où les populations souhaitent vraiment marquer le coup et ont tout simplement les moyens de se l'offrir. Ensuite, nous avons l'Angola qui s'inscrit vraiment dans la même dynamique que le Nigeria. C'est un pays ultra riche d'un point de vue de ses terres. Lui aussi, il a beaucoup de pétrole, lui aussi, il a beaucoup de gaz. Du coup, la population aussi en bénéficie. Bien entendu, une très petite partie, mais une partie quand même. Il faut savoir que Luanda, c'est la 7e ville la plus riche d'Afrique et que, en termes de luxe, c'est vraiment intéressant de mettre en lumière qu'en 2014, en fait, il a été créé là-bas la Luanda Fashion Week et qui répond totalement avec cette idée de la population luandaise qui est en train de s'enrichir, qui veut de toujours plus consommer des biens de luxe, toujours plus savoir c'est quoi les dernières tendances. Et en même temps, ce qui dit Luanda Fashion Week dit des créateurs africains. Et c'est ça qui est intéressant à souligner. Et pour finir, très rapidement, je voulais mettre aussi en lumière ce pays francophone, la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, hyper riche aussi d'un point de vue de ses terres. C'est le premier producteur de cacao ou l'un des leaders à l'échelle mondiale. Et ce pays-là aussi bénéficie de plus en plus d'un enrichissement d'une très faible partie de sa population, mais d'une partie quand même. Tout à l'heure, j'ai évoqué avec vous le problème de l'écosystème. Donc, on disait qu'en Afrique du Sud, il y a 2000 centres commerciaux, 2000 établissements prêts à accueillir d'un point de vue, répondant aux normes internationales pour accueillir tout simplement des marques de luxe. Au Kenya, il me semble qu'on passe de 2000 à 24 au Kenya. C'est assez... ça dit un peu un certain problème qu'il y a quand même. Et justement, la digitalisation de l'approche de la consommation du luxe en Afrique est un réel moyen de répondre à ce problème-là d'un point de vue retail physique, quoi. À titre de vraiment chiffre pour qu'on comprenne, l'émergence des technologies dans la région subsaharienne est un nouveau levier pour atteindre les consommateurs de luxe. On compte aujourd'hui à peu près 300 millions d'internautes en Afrique. Le taux de pénétration, c'est 23%, pour être très honnête. En comparaison, pour vraiment qu'on comprenne à quel point il est faible, mais qu'il est quand même croissant, en Europe, c'est 81%. En Amérique du Nord, c'est 77%. Tout de suite, là, quand on compare ces chiffres-là, on voit que la proportion de 23%, c'est très faible. Certes, c'est faible, mais Deloitte encore a prévu en 2018 qu'au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, la croissance des télécommunications sur le continent sera celle qui est la plus rapide. Et justement, ça, c'est super important à souligner parce que, comme je dis, c'est un vrai levier pour répondre au manque d'infrastructures de certains pays. C'est vrai, hein, les achats en ligne en Afrique, c'est très rare. Alors, je vais vous dire les chiffres, mais c'est encore très minime. Mais ça tient encore là. Aujourd'hui, on parle de 25%, par exemple, des Nigériens qui consomment de façon très facile en ligne. C'est faible, mais ça grossit. Je tenais aussi à vous montrer cet exemple du Jumia qui est considéré aujourd'hui comme l'Amazon africain qui a été créé en 2012 et on peut trouver vraiment un peu tout. Et aujourd'hui, Jumia, donc une entreprise qui a été vraiment créée en 2012, enregistre 1,2 million d'actifs dans 11 pays africains. Ce qui montre que quand même les Africains sont prêts à acheter en ligne. Malgré les problèmes logistiques qui entourent tout ceci, ils sont de plus en plus éduqués et tout simplement prêts à consommer ça. Mais là, je veux vraiment parce que là, Jumia, ce n'est pas une plateforme ultra spécialisée luxe, mais il était important de souligner qu'il y a des plateformes spécialisées luxe en Afrique qui émergent. Et il y a notamment celle qui s'appelle Polo Luxury. Je vais vous l'épeler parce que si vous voulez aller voir, c'est assez intéressant. C'est POLO luxury.com.
Et en fait, cette plateforme, c'est une plateforme, il me semble, nigériane, qui en fait permet aux marques de luxe occidentales de venir vendre à la population africaine. Des marques du type Rolex, des marques du type Chopard ou encore Cartier. Donc c'est vraiment dire beaucoup sur l'état d'avancée des choses. Mais parallèlement à ce type donc, de cette dynamique donc, occidentale vers Afrique, vers Afrique, on a aussi cette dynamique comment dire, d'entrepreneurs africains prêts à montrer au monde tout simplement ce dont ils sont capables de ceux qui ne sont pas capables tout simplement de produire. Et là, il y a une plateforme qui s'appelle Onicheck qui est vraiment spécialisée dans ces entrepreneurs qui créent en Afrique et qui vendent en Afrique et à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment des marques spécialisées dans la production et dans la représentation même des mannequins vraiment africains, quoi. Il était intéressant de souligner que, parce que là, on a compris beaucoup de choses, mais on n'a toujours pas de cette notion de luxe made in Africa, et c'est vraiment ce vers quoi je veux qu'on tende avant de faire un léger pont encore dans les sociétés ancestrales. Mais il est important de souligner que la littérature académique conclut qu'il n'y a pas de consensus sur la définition du luxe. Moi, j'aime beaucoup cette citation qui dit en gros que le luxe dépend de la perception de chaque personne, et c'est vrai parce que une personne peut acheter la dernière robe de Dolce & Gabbana et considérer que c'est l'ultime acte de luxe, et une autre avec une proportion de pouvoir d'achat bien moindre peut acheter un petit t-shirt dans un marché aux puces et considérer que là, c'est un produit, c'est le luxe. Mais en fait, ce qui est important de souligner dans le luxe qu'on appréhende aujourd'hui, c'est vraiment la définition autour de 3 valeurs clés: l'exception, l'excellence et l'émotion. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il est possible de dire que les créateurs africains, de dire que dans les sociétés africaines ancestrales, il y avait déjà tous ces prémices-là. Il y avait toutes les clés. Cependant, on verra ensemble comment le luxe a tellement été une notion normée, une notion européo-centrée, que le luxe n'a pas sa place en Afrique. C'est pour ça. Mais bon, on verra comment on peut démanteler un peu toute cette nomenclature. En Afrique, le luxe n'est pas un phénomène nouveau. On en a parlé. Plusieurs ouvrages sont vraiment unanimes sur le fait que dans les premières civilisations africaines, on avait des vrais maîtres de l'artisanat, des vrais maîtres de l'haute technicité, en preuve les painquita, en preuve les céramiques exposées au quai Branly, en preuve les colliers Touareg. Tout ceci sont autant de manifestes attestant que, bien évidemment, il y avait de la beauté et il y avait du luxe tout simplement en Afrique. Il était intéressant de souligner vraiment un épicentre, une ville très importante. C'est une ville donc de l'Empire du Mali. Donc on a vu tout à l'heure, on parlait de Mansa Moussa, empereur des empereurs, roi des rois du XIIIe siècle. Et là, ce qui est intéressant, donc là, c'est sous son ère, en tout cas, ou de son fils, il y a eu vraiment l'émergence de la ville de Djenné. Et de façon, on parle de Djenné, mais plus exactement de Djenno. Et en fait, elle est située dans l'actuel Mali. Et il faut savoir que cette ville, en fait, elle était pleine de forgerons ultra habiles qui créaient des outils et des bijoux en fer pour les familles royales, pour les familles riches. Et cette ville s'est notamment enrichie pour ça. Et on atteste encore la beauté de la ville, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer une petite vidéo en 3D que j'ai trouvée qui explique que vraiment cette ville avait de la richesse. Il faut savoir que la ville de Djenné, elle fait partie du patrimoine mondial, donc ça atteste vraiment de la beauté de la ville. Donc voilà, la vidéo était très courte, mais pour vous montrer en quoi cette ville était très importante dans cette région et comment elle s'est enrichie, notamment grâce à cette haute technicité, à ce savoir-faire indétrônable dès le XIIIe siècle. Ensuite, je voulais vous montrer ces rois. Donc, c'est une illustration qui a été faite en 1884. Oui, 1884. Et en fait, c'est une illustration de 2 chefs à chantier. Et ce support, c'est vraiment pour vous parler d'une lignée de rois de Denkyera. En fait, les rois de Denkyera étaient connus
donc pour commander des boucliers et des épées en or pour chaque cérémonie officielle. Donc des Kira, c'était vraiment l'empire achanti. Et comme il est complexe de travailler avec les matériaux précieux et les produits fabriqués avec ces derniers, ça fait que ces produits-là étaient ultra exclusifs et ultra chers et destinés vraiment aux meilleurs de la société en termes de pouvoir d'achat. La plupart des personnes ne pouvaient pas s'offrir du tout ce type d'apparat. Il faut vraiment savoir qu'en Afrique, l'artisanat du tissu et d'autres choses encore est ultra développé. Et il ne faut pas croire que les sociétés ancestrales africaines, on parlait de luxe et c'était vraiment super centré sur eux, pas du tout. On a par exemple le cas dès le Xe siècle d'un historien arabe, Al-Bakir, qui relatait justement ces échanges entre différentes parties du monde, qui disait que les tissus africains étaient retrouvés jusqu'en Chine, grâce notamment aux échanges qui étaient faits sur la côte Swahili, donc la côte Est. Donc ça atteste bien qu'à l'échelle internationale, c'était reconnu que l'Afrique était il était sur la carte, il était tout simplement, pas sur la carte, mais faisait partie de l'échiquier mondial en termes de luxe. Et ça, c'est intéressant à souligner. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu cet enchevêtrement d'événements négatifs qui a eu un impact totalement dramatique sur le développement du luxe sur le continent. Il y a eu toutes ces guerres tribales, notamment guerres tribales qui ont amené la fin de différents empires qu'on a pu évoquer plus tôt dans l'échange. Et par conséquent, quand il y a eu la fin des empires, il y a eu une grosse fin du savoir-faire de ces peuples. Ça s'est vraiment dissipé parce que vous savez, la tradition africaine fait qu'il y a beaucoup d'oralité et très peu d'écrits. Et du coup, tous ces savoirs se sont peu à peu perdus. Ensuite, nous avons eu toute l'époque coloniale, nous avons eu cette époque post-coloniale, on a eu l'esclavage et tout ça qui a vraiment mis l'Afrique dans une position très difficile. Et ensuite, on a eu des gouvernements qui n'ont pas su bien gérer les choses pour vraiment refaire émerger cette capacité artisanale et technique qu'il y avait dans le temps. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre et qu'on comprend très vite, c'est que c'est vrai, on a eu tout ça, l'Afrique a souffert de divers maux et est-ce que ça peut expliquer pourquoi le luxe est autant conçu comme une notion européenne? Dans un sens. Mais regardez ce tableau qui est vraiment pour moi un résumé de tout ce qu'on s'est dit. Le luxe, c'est pas du tout une notion qui peut être accolée à l'Afrique parce que c'est tellement une norme et une référence européenne. C'est la France qui domine et l'Italie. On voit dans ce tableau-là des marques de luxe les plus valorisées en 2019. Il n'y a aucune marque autre que occidentale. Et ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup parce que le luxe français, en fait, va devenir la norme. Et très tôt, dans les années 70, 90, quand les créateurs africains vont vouloir avoir de la résonance à l'échelle internationale, ils vont très vite comprendre qu'ils ont besoin d'avoir cette untitled, cette validation, voilà, c'est le terme, cette validation du continent de cette partie du monde. Et du coup, on va vraiment se focaliser sur cette période-là. J'ai parlé des années 70, c'est pas du tout les années où le luxe africain a émergé, mais le luxe plutôt japonais, mais c'est très intéressant parce qu'on peut faire des parallèles entre l'émergence sur la scène internationale du luxe japonais et celui africain, parce qu'on constate que dans les années 70, en fait, il y a eu l'émergence du luxe dit ethnique. Ce luxe dit ethnique s'est développé en parallèle, en opposition, en antagonisme avec le luxe dit occidental. Et justement, les premiers à avoir vraiment fait leur marque, c'est les entrepreneurs, c'est les designers japonais qui sont venus en Europe, donc Kenzo en 70, avec un énorme défilé à Paris.
Et toutes ces pièces, donc, qui étaient des pièces vraiment où on sentait clairement sa culture japonaise, mais il a très vite embrassé aussi un peu la culture occidentale pour rendre ces pièces compréhensibles au marché tout simplement européen et du coup avoir cette résonance à l'échelle internationale. Issa Miyake a fait les mêmes. Et pour la petite anecdote, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut savoir que les pulls col roulés ultra modernes aujourd'hui, c'est Isaki Miyake qui les a designés pour la première fois. Et je trouvais ça très intéressant de comprendre que c'est parce qu'il a confronté justement sa culture japonaise et l'Occident pour se faire sa place que, par exemple, les cols roulés sont aujourd'hui la norme dans beaucoup de pays. Et justement, donc, dans les années 70, il y a eu la période ethnicité mais japonaise. Et dans les années 90, ça a été plutôt la vague africaine. On a eu notamment des défilés du type Yves Saint Laurent qui se sont vraiment appropriés les codes africains, mais on a eu ces designers africains qui ont pu émerger sur la place internationale parce qu'ils sont arrivés à Paris avec les codes africains, mais en répondant aussi, en acceptant d'embrasser aussi la culture un peu occidentale. Et en fait, ce qui se passe avec tout ça, c'est que très vite, on va se poser la question de savoir si le fait de cette ouverture du monde à travers la tendance ethnique offre un véritable tremplin à ces designers. C'est une vraie question. Et on va très vite se comprendre que oui et non. Parce que oui, quand on voit l'exemple de Kenzo ou d'autres, on comprend qu'ils se sont fait une place à l'échelle internationale parce qu'ils sont ouverts à la culture occidentale. Mais on voit aussi que le problème avec cette tendance ethnique, c'est que très souvent, les designers étaient enfermés dans ce modèle-là. C'était des designers éthiques et pas plus. Et du coup, ils n'étaient pas ultra valorisés par rapport aux autres. Donc, justement, je voulais vous montrer un peu cette revue qui est super intéressante à mon sens. En ce qui concerne en tout cas cette revendication de nombreux designers africains et qui disaient que non, on ne veut plus du tout s'inscrire dans cette approche ethnique de notre travail. Nous, on veut être des designers de luxe ou des designers de mode et c'est tout, ça s'arrête là. Parce que justement, ils refusaient d'être embrigadés et mis dans des cases, comme je le disais. Et en effet, par exemple, il y a un homme qui s'appelle, je vais parler oui, il y a ce magazine, donc dans le magazine Les Beaux-Arts, la mode dans le monde, publié en 2001, pour la partie africaine, écrite par des journalistes africains, aucune référence est faite au mot ethnique. Il est considéré uniquement comme une mode et non plus dans la perspective binaire Occident versus le reste du monde. Et c'est justement de cela dont je veux parler quand je veux dire qu'ils veulent s'affranchir de ça. Et en fait, comment expliquer de tout ça, de tout ce qui s'est passé, donc de l'émergence sur la scène internationale, puis grâce au côté ethnique et puis au refus de cette nomenclature, en fait, on va arriver à un moment où il y a eu cette vague de luxe made in Africa et de cette fierté de se dire qu'on est du luxe et on est made in Africa et c'est tout. On ne s'inscrit plus du tout dans cette binarité qui est existante, enfin, qui l'était du moins. Et à cet effet, je veux vraiment vous montrer ces marques. J'ai choisi 3 marques parce que c'est des marques que personnellement j'affectionne et je trouve que le parcours de ces créateurs est totalement admirable. En fait, il est constaté que dans une étude avant de vraiment rentrer dans ces marques, que les milléniaux africains et la Gen Z deviennent les créateurs et les consommateurs, enfin les plus gros créateurs et les plus gros consommateurs du luxe africain. Et ça, dès 2018, c'était statistiquement par des études prouvées. La nouvelle génération des créateurs africains veut mettre en valeur leur culture locale. Avec eux, le luxe africain s'appuie justement désormais fièrement sur une approche made in Africa. Sur la photo de gauche, donc les produits que vous voyez font partie de la marque de Vania Lillet et ça a été la première à fonder une marque de bijoux ultra luxe qui utilise uniquement des pierres précieuses africaines. Ensuite, on a l'exemple de tout à gauche, cette fois-ci, de Adèle Dejac, qui
qui est une joaillière kenyane incroyable. Vraiment, je vous invite à suivre un peu son travail. C'est majestueux ce qu'elle fait et elle fait en Afrique, justement. Et ensuite, on a la maroquinerie au centre, après le Deney, qui est une afro-américaine installée au Kenya et qui produit et qui fait en respectant la culture du Kenya. Et c'est vraiment un travail top. Et je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce designer-là, ce créateur-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une marque qui fait vraiment du bruit à l'échelle internationale, Max Sosa. En fait, son fondateur, donc qui est sud-africain, a créé cette marque en 2012. Et toute l'idée pour lui, c'était vraiment de célébrer l'esthétique traditionnelle de sa tribu sud-africaine, les Xhosa justement. Et comme il l'affirme à travers sa devise, My Heritage, My Inherence. Et cette marque, en fait, c'est un vrai hommage à sa culture. Max Sosa met en valeur la beauté, la culture, la langue, les aspirations du peuple Sosa. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, cette nouvelle tendance du luxe made in Africa. C'est ces créateurs qui s'approprient leur culture et qui ont conscience que leur culture peut être aussi bien valorisée. Et justement, ce créateur-là, il faut savoir qu'il a été vraiment distingué à l'échelle internationale. Il fait des défilés dans les quatre coins du monde. Et il a notamment reçu un prix en 2017, qui s'appelle Pride of Africa. Et c'était un prix qui a été décerné au Portugal, non, à Barcelone, il me semble. Et ça montre qu'il y a cette reconnaissance de plus en plus qui se fait. Au travers de cet échange, je voulais vraiment vous montrer que d'une part, la société africaine ancestrale était vraiment jonchée de marques, de manifestes luxe. J'en insiste, hein, mais le pankita, pour vous donner des exemples clés quand vous pensez au luxe en Afrique, le pankita, c'était du luxe. Les céramiques NOC du Nigeria, c'était du luxe. Les colliers Touareg, c'était le luxe, mais du luxe. Et à côté de tout ça, on a eu cette difficulté pour l'Afrique de s'implanter comme continent pouvant parler sur l'échiquier mondial du luxe parce qu'il y a eu de divers problèmes décennie après décennie. Mais aujourd'hui, il revient non plus dans une binarité Occident-Afrique, mais en se créant une propre place, en embrassant sa propre culture et en se distinguant de tout ce qu'on a pu voir précédemment. C'est-à-dire que l'ethnicité n'est plus du tout un mot dont on peut parler. Il faut savoir qu'avant de ce côté ethnique qu'on parlait, on parlait d'exotisme. Et ça, c'était très vite abattu parce que c'était très vite conçu pour eux, comme pour les créateurs, comme une aberration. Mais c'est vraiment pour dire que le luxe made in Africa émerge de plus en plus. Et d'ici les prochaines années, il y aura encore plus de marques telles que Max Sosa qui résonneront sur l'échelle internationale. Voilà, donc là, j'ai pu un peu vous montrer ce que j'avais beaucoup apprécié, notamment quand je faisais mon mémoire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des moindres questions, des remarques, moi, c'était un plaisir de pouvoir partager tout ceci avec vous et d'échanger maintenant si vous avez des remarques, des suggestions ou des commentaires vraiment nourrissant toute cette conversation. Bettina, on ne t'entend pas, tu as ton micro coupé. Alors, merci beaucoup donc Loufra pour cet éclairage. Donc, c'était très, très, très inspirant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser la première question et après je propose donc à toutes les autres personnes donc tout simplement de suivre aussi avec les questions. Alors, à savoir que nous avons fermé en fait la partie admission donc à 13h pour respect à toi. Et finalement, il y avait de plus en plus de personnes qui ont essayé de se connecter et n'ont pas pu. Donc, du coup, on va avoir pas mal de personnes sur le replay et aussi peut-être des questions à te poser ultérieurement. Alors, ma première question, supposons que je suis une maison de luxe aujourd'hui, disons une plus petite. Dans ce cas-là, dans quel pays tu me conseillerais de m'installer? Donc, maison de luxe en Occident. Je pense que, comme je le disais précédemment, tout dépend. Tout dépend
de la capacité mise en place pour pouvoir s'implanter en Afrique, parce que ça dépend. Si vous avez un gros budget, vous êtes une maison où, ok, vous êtes petite, mais vous avez un budget conséquent parce que vous dites que, ok, on croit vraiment au potentiel de l'Afrique, l'Afrique du Sud est la première place où aller. Mais si votre budget est moindre, je vous invite vraiment à aller dans d'autres pays, comme on en parlait tout à l'heure, hein, le Kenya, la Côte d'Ivoire, et vous faire un nom dans ces pays-là. Ça sera une vraiment porte d'entrée dans les sous-régions, et ce ne sera pas du tout les mêmes budgets, parce que l'Afrique du Sud, c'est le marché le plus mature, donc c'est ultra concurrentiel. Si vous arrivez avec des vrais moyens et que vous avez une très bonne stratégie, vous pouvez vous implémenter facilement. Tout dépend, mais vous pouvez vous implémenter. Mais si vos moyens sont un peu moindres, il y a d'autres pays qui n'ont pas autant de marques. Je vous disais, hein, le Kenya, c'est 24 centres commerciaux. Donc, il faut vous dire qu'il n'y a pas énormément de marques de luxe occidentales qui sont présentes là-bas. Mais les gens ont le pouvoir d'achat d'en consommer. Donc, tout dépend. Tout dépend le budget que vous êtes prêt à mettre pour faire vraiment de la visibilité. Et justement, dans mon mémoire, si vous voulez, si certains sont intéressés à faire des démarches comme ça, j'ai fait toute une petite recherche, analyse sur comment faire pour si on veut s'implémenter, comment se distinguer, qu'est-ce qu'il y a à garder en tête. Donc, avec grand plaisir, je vous partagerai mes recherches si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à me contacter et me dire et je vous partagerai tout ça. Bah, merci en tout cas. Est-ce que parmi donc, nos invités aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette magnifique présentation? Merci. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Barbara Sensé, je suis la fondatrice de Maison Sensé qui met en avant des créateurs, de l'artisanat, d'art, d'artistes. Et pour ma part, j'aimerais mettre en avant l'art et les créations africaines. Et il est très difficile de se rapprocher de créateurs de mode ou d'artistes pour les mettre en lumière, en fait faire le chemin inverse, c'est-à-dire aller chercher les créateurs et les mettre en lumière en France, parce que merci beaucoup pour votre conférence qui était très très passionnante. Super, merci. Et je suis très je pense énormément qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce continent est mal connu encore pour beaucoup d'entre nous. Et ainsi que toute l'histoire qui est extrêmement riche et des savoir-faire qu'on ne connaît pas suffisamment, que l'Occident a pris, bien entendu, dans certaines créations et a pris un certain héritage et vice-versa pour d'autres continents. Et donc voilà, donc moi je suis à la recherche de créateurs pour mettre en avant et faire parler d'eux. Alors, nous sommes une plateforme qui fait magasin, en gros, hein, on a du média comme du e-shop qui permet aussi de déployer la parole à travers la vente. Voilà, donc ma question est comment on fait? Déjà, je tiens à vous féliciter pour ce type d'initiative parce qu'il y a un vrai marché en Europe. Il y avait une intervenante que je voulais faire venir aujourd'hui, mais qui a malheureusement pas pu à la dernière minute, et justement qui a, elle, créé un magazine qui s'appelle Zouri, je vous inviterai à le voir, et qui montre comment les créateurs africains peuvent être valorisés en Europe, notamment au travers de sa diaspora, et c'est un vrai carton, hein, ce qu'elle fait. Donc, le filon sur lequel vous êtes est top. Vraiment, continuez et travaillez dessus parce que vraiment, ça marche, quoi. Il y a notamment la diaspora, mais de plus en plus, tout simplement, des Occidentaux qui sont intéressés de consommer différemment et d'avoir des pièces d'exception. Et c'est ça le luxe, ultra luxe, avoir des pièces que personne a, tout simplement. La haute qualité, j'appelle ça, moi. Mais vraiment, c'est ça. Et moi, je pense que la première démarche, c'est que, effectivement, si on n'a pas un minimum de connaissances sur ce qui se fait aujourd'hui, c'est très difficile de se perdre et on ne sait pas vers qui se tourner, et c'est très difficile aussi de se faire avoir dans cette région-là. Ce que je vous conseillerais, c'est que si vous voulez, je pourrais vous envoyer certains créateurs qui font des choses incroyables, et c'est des petits créateurs mais qui ont une technicité et des produits ultra bons. Et avec grand plaisir, je partagerai avec vous parce qu'en fait, il faut juste avoir la connaissance de quels créateurs ils font. J'en ai un en tête qui passe pas mal en ce moment sur des chaînes africaines du type RTI ou la nouvelle chaîne ivoirienne. Et lui, il vend de plus en plus en Europe.
Donc, je vous partagerai tous ces contacts si vous voulez par la suite. Mais, Merci. parce que, totalement, il faut juste connaître. Parce que je ne peux pas vous arriver à vous dire la stratégie est telle. Je pense qu'il faut beaucoup se renseigner. Oui. Il faut comprendre l'écosystème et avoir la culture pour se dire, OK, j'ai connu telle chose. Et après, vous voyez, ce sera la théorie des dominos. Quand vous allez en connaître un autre va vous montrer une telle personne, qui va vous montrer une telle personne. Il suffit d'une bonne rencontre. Comme ça se dit aussi. Merci en tout cas, Merci beaucoup. Barbara, pour cette question. Donc, je suis ravie de te voir également. Et donc, merci Louvra pour cette précision. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui souhaite poser une question? Oui, c'est moi. Paola? Carla, vas-y Carla. Alors, Oui, Carla, bonjour. 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 Carla, je suis créatrice d'une marque de bougies. Et D'accord. ce que j'aimerais pénétrer effectivement le marché africain, mais je voudrais savoir des pays tels que le Ghana et le Nigeria, qui sont quand même des pays assez conservateurs sur leur marque. Est-ce que ce sont des marchés faciles à pénétrer? Bien, quelle stratégie adopter justement pour ce type de marché? Okay. La stratégie, déjà, c'est top de vouloir, je veux souligner encore, toutes celles qui veulent vraiment se lancer, il y a encore vraiment de la place. Et plus tôt on arrive, le mieux on est affinitaire rapidement avec la population. Donc, c'est génial ce type d'initiative. Je vous encourage vraiment à persister dedans. Mais la stratégie doit être établie selon plusieurs critères. Une fois encore, je vous parlais du coût. Je vous parlais de la stratégie d'implémentation. Mais vraiment, ça ne me pose pas du tout de problème de vous envoyez-moi un mail par la suite et je vous montrerai mon mémoire. Il y a tout un pan qui établit et qui recherche tout ça, comment faire, pourquoi, comment. Parce que là, ça serait un peu compliqué de vous dire de faire telle façon parce que j'ai besoin de beaucoup plus connaître votre marque, comprendre vos enjeux, comprendre votre histoire, votre branding et pour pouvoir vous accompagner pour où vous positionner plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, en termes de Ghana et du Nigeria, vous faites bien de souligner qu'effectivement, ils sont pas mal. C'est des pays qui sont assez fiers, vous voyez, et ils aiment leur marque de luxe parce que ça émerge là-bas. Il y a un vrai boom. Mais il y a de la place pour le reste. Il y a de la place pour le reste, totalement. Donc, si la stratégie est bien travaillée en fonction de votre image de marque, de vos valeurs, de comment trouver des points de jonction entre ce que vous faites et ce qui est fait au Ghana, sur votre secteur de la bougie, c'est possible. Tout est possible. Surtout en Afrique. Ok. Merci. Alors, Pardon. Adresse mail parce qu'on ne l'a pas. Oui, on va vous le transmettre donc, dans le mail de remerciement avec tous les éléments, donc il n'y a aucun souci. Paola. Alors, bonjour à toutes, bonjour Louvra. Moi, je m'intéresse donc à toute cette cible-là, et notamment pour leur proposer des séjours culturels lors de leur passage en France, parce que j'imagine que, les marques font la démarche d'aller s'installer en Afrique donc pour être au plus près d'elles, mais bon, tout être humain a besoin parfois de s'évader, de changer un peu d'air, ses vacances et tout. Et comment faire pour atteindre cette cible et les intéresser au tourisme culturel en France, sachant que moi, dans tous les parcours que j'essaye d'organiser, je fais toujours un lien avec l'Afrique, notamment tout ce qui est au niveau du patrimoine. Donc, du coup, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis sur les habitudes des touristes africains de cette cible hors d'Afrique. Okay. C'est super intéressant une fois encore parce que dans mon mémoire, vous le rirez, j'ai toute une partie qui dit qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont ultra riches en Afrique qui ont tendance à aller consommer leurs produits à l'extérieur. Ils font du tourisme. Donc là, c'est totalement votre secteur, mais du tourisme pour consommer des produits de luxe à l'extérieur du pays. Là, en ce moment, c'est vrai que l'étude que j'ai vue, ils vont plutôt à Dubaï au lieu d'aller en France. Mais c'est totalement possible de les attirer aussi vers des pays tels que la France, qui est quand même le pays du luxe, comme on l'a vu tout à l'heure, de référence. Moi, ce que je vous dirais, il y a aussi pas mal de conciergeries qui se font sur le territoire africain. Et si j'étais vous, je les contacterais. Ces conciergeries de luxe, il y en a vraiment et ils ont le carnet d'adresses. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous trouvez des clients, prospectez. Eux, ils ont le carnet d'adresses. Et contacter ça, c'est un vrai levier. Après, il faut travailler la façon dont les contacter. Parce qu'ils ont beaucoup de… Mais ça, moi, je pense que si j'étais à votre place, je ferais comme ça. On pourrait avoir encore, je pourrais vous passer aussi les petits noms, mais il y a des conciergeries qui sont canonissimes, qui s'occupent de cette tranche vraiment de population qui ont vraiment un certain niveau. Vous les contactez,
vous dites que vous pouvez offrir ça avec eux, faire un partenariat, c'est vraiment du win-win. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. Donc, pensez-y vraiment. Les conciergeries de luxe, ça explose en Afrique. Et ils cherchent des gens comme vous qui sont directement en Occident. Parce qu'eux, ils sont sur le territoire. Et donc, ils ont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Oui, on a Zoom, on a tout ça, donc c'est plus facile aujourd'hui de communiquer, mais d'avoir une personne qui connaît directement votre expertise, c'est la France et le tourisme en France avec cette approche. D'accord. Non, mais c'est donc, vrai que j'avais pensé plutôt aux agences de voyage, à créer des partenariats, mais bon, si vous me dites les conciergeries. Moi, tout le monde fait les agences. Les ultra luxe, ils n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, je pense vraiment qu'ils ont ces gens, ils disent, moi, je vais aller là, et ils vont leur proposer, OK, il y a ce nouveau partenariat que nous avons en France qui peut vous permettre d'avoir une approche ultra intéressante de votre expérience en France. On va vous faire tel parcours. Et eux, ils savent déjà leur parler. Ils ont accès. C'est leur expertise. On peut les identifier, ces conciergeries? Comment on peut identifier ces conciergeries? Ah, ça, il faut les connaître. Je pourrais vous donner quelques conciergeries africaines qui montent pas mal en termes de luxe. Pas de souci. Ok, vous nous mettrez ça dans le mail que vous allez nous envoyer. Alors, écoutez, déjà, premièrement, ce que je vais me permettre, c'est que je vais vous faire un mail de remerciements à toutes. Avec le replay, si vous avez, parce que je crois que quelques personnes sont arrivées un tout petit peu en retard sur la présentation. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est que vous aurez également les coordonnées de Louvra et vous pourrez la contacter et elle serait ravie de échanger avec vous sur certains des points qu'on a évoqués aujourd'hui. Je crois qu'il y a une toute dernière question et après, je pense qu'on est contrainte de clôturer la session. Alors, Valérie. Oui, bonjour, je suis Valérie, je suis pharmacienne de formation et j'ai développé une gamme de cosmétiques de luxe. D'accord. Et donc, je suis en train de lancer ça maintenant un peu en Europe surtout, et j'essaye de trouver d'autres marchés. Est-ce qu'il y a une place pour ce genre de produits qui sont, je ne vais pas dire spécialement développés pour la peau noire, mais quand même, je les ai testés sur des amis à peau noire et qui les ont aimés. Et comment est-ce que je rentrerai dans ce luxe-là? Vous savez, tout est possible. Vous savez, vous le verrez, là encore, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous montrerai j'ai répertorié il y a un tableau que j'ai dans mon mémoire, qui répertorie les 100 marques les plus aimées par les consommateurs africains. Et dans ces 100 marques-là, il y a des marques de skincare, de ce que je pense. Et les marques les plus présentes, ce ne sont pas des marques africaines, hein. Ce sont des marques occidentales. Donc, quand on veut consommer très souvent du luxe, on va chercher les plus belles marques du luxe en Europe. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, bien sûr que si vous avez créé une marque récemment et que vous cherchez un nouveau marché où vous implémentez, l'Afrique peut répondre à votre critère. Mais n'allez pas en Afrique et pensez que vous allez pouvoir consommer, que les gens vont consommer comme ils consomment en Europe. C'est une toute autre démarche. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, parce que bien souvent, les gens ont des super... surtout dans la beauté, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de réactions dans le milieu africain, skincare, beauty et tout ça. C'est que des marques viennent et parlent comme s'ils parlaient à des Françaises ou des Américaines. C'est pas du tout ça. C'est pas la même approche, les visuels sont pas, la stratégie n'est pas. Il faut juste avoir une bonne stratégie et tout est possible. Une stratégie il faut connaître un minima le marché du luxe made in Africa, ou en tout cas le marché du luxe. Savoir ce qui se fait d'un point de vue local et comment travaillent les marques occidentales là-bas. Il faut avoir cette vision. Et dès que vous l'avez, vous pouvez vous implémenter. Il faut juste la bonne vision. Ok. Merci. Est-ce qu'on peut encore prendre une dernière question? Bien sûr, bien sûr. Ok, alors Anne-Laure. Merci beaucoup, Laura, déjà. Bravo pour cette présentation. Vraiment. Merci, c'est gentil. Vraiment, c'est très sincère. Moi, je suis en train de monter une marque de bijoux sur mesure, donc de bijoux de luxe. Donc, j'étais évidemment passionnée par ce que vous avez dit. Bettina a déjà posé une première partie de ma question, c'est comment s'implémenter dans ces pays. Moi, je serais très intéressée parce que j'ai été très sensible à l'histoire de ces pays qui ont vraiment une histoire, une culture du luxe.
Et comme moi, je m'appuie en fait sur l'histoire de mes clients, donc forcément, c'est une porte qui s'ouvre et qui est passionnante parce que l'idée, c'est de voir comment faire ça en s'adaptant à ces pays, à cette culture. Je ne suis pas une marque connue, donc est-ce que pour vous, ma question, c'est n'étant pas connue, je ne suis pas ni un Chanel, ni voilà, je ne suis pas une marque logo, je vais dire. Par contre, je m'intéresse vraiment à l'ADN des gens, à l'ADN des gens ou d'un pays. Voilà, comment... Vous savez, merci pour cette question. Une fois de plus, je tiens à citer, mais dans mon mémoire, j'ai écrit tout ça un pan sur le fait que les consommateurs africains font partie des consommateurs les plus fidèles quand ils s'attachent à une marque. Donc là encore, tout est une question de comment vous les approcher. Si vous avez la bonne technique d'approche, si vous les approchez avec une vraie structure, vous avez compris ce qu'ils veulent et vous êtes dans les meilleures places pour pouvoir bien les rencontrer et rencontrer les bonnes personnes. C'est ça aussi l'Afrique. Il faut rencontrer la bonne personne qui vous mettront avec les bons contacts. Et une fois que vous avez bien la stratégie établie, c'est bon. C'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est possible. L'idée n'est pas forcément d'être un Chanel. Hein. Les marques de luxe les plus grosses marques de luxe, c'est celles qu'on ne connaît pas. C'est celles que les populations ne connaissent pas. Vous et moi, je pense qu'on ne les connaît même pas. Moi, je ne les connais pas, hein, ces marques de luxe. Mais il y a des marques de luxe qui ne sont pas connues et qui sont connues que d'un certain cercle. Bon, après, là, c'est vraiment pas de l'effet volume, c'est de l'effet valeur. C'est autre chose. Mais c'est pour vous dire que peu importe votre stratégie, si votre branding est bon, il y a de la place. Vraiment, il y a de la place. Et avec l'implémentation en Afrique, je veux souligner encore une dernière chose, il faut garder en tête que c'est l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est se dire que plus j'arrive vite, mieux je serai acceptée par la population et plus je perdurerai. C'est ce qu'il faut se dire avec l'Afrique. Là, je vous dis qu'au Kenya, il y a 24 centres commerciaux. Donc, imaginez la proportion de places. Après, il y a des stores, des flagships hors centre commercial, mais ça vous dit qu'il y a de l'espace pour accueillir des nouvelles marques, notamment votre marque de bijoux sur mesure. Oui. Et moi, le très petit cercle, enfin, c'est vraiment là-dessus. Et c'est possible, c'est ce qui marche bien en ce moment. Faire venir ses clientes à la maison, les Africaines, elles aiment ça. Vous avez un bon groupe de femmes qui font du bouche à oreille. Ça peut... ouais. Et là encore, l'idée des conciergeries, c'est vraiment... J'ai noté. Ouais, ok. Merci. Alors, Anne-Laure. Oui. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question vraiment, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que ces nouvelles marques de luxe africaines ont été créées avec une conscience RSE ou pas encore? En fait, je m'intéresse à cette question de RSE et je me pose la question... Totalement. J'adore votre question. Je suis fan de votre question. En fait, il faut savoir que ces nouvelles marques de luxe ont été nées, en tout cas quand je parle de nouvelles marques de luxe made in Africa, c'est des marques qui sont nées dans les années 2000-2010. Donc, c'est assez jeune. Et dans les années 2010-2000, on parlait déjà de plus en plus de RSE, de façon très... moins qu'aujourd'hui, bien évidemment, mais on en parlait. On savait déjà que ça allait être quelque chose à développer dans le branding des marques. Et faire du luxe made in Africa et faire du luxe en Europe, il faut savoir que c'est deux choses différentes. On disait tout à l'heure, hein, l'Afrique, c'est 41% de la population qui vit avec 2 $ par jour. Donc, les créateurs, ils ont bien conscience que, OK, eux, ils font du luxe, mais autour d'eux, il y a la misère. Et très souvent, ce qu'ils font, par exemple, j'ai un exemple en tête, R&R Luxury, donc ces produits, c'est du luxe, hein. C'est une créatrice ghanéenne ou nigérienne, je ne sais plus, un des deux pays. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec des coopératives africaines de femmes qui font les produits d'une part naturellement, mais elle aide aussi le développement social. Les entrepreneurs de luxe made in Africa ont cette conscience de développer l'Afrique. Et en développant l'Afrique, ils ont conscience qu'ils ont besoin d'eux. En fait, l'écologie, c'est pas comme en Europe. En Afrique, on parle pas d'écologie. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est naturel. Il y a une naturalité propre à l'Afrique. C'est pas développé comme en Occident. Donc, c'est pas une même approche à l'écologie, mais c'est de l'écologie pour nous, en tout cas, pour nous occidentaux. Donc, bien sûr que... vraiment, avec grand plaisir, vous m'envoyez un mail, je vous envoie mon mémoire. Il y a toute une partie dessus et vous allez vraiment l'adorer, je pense. Très bien. Alors, la dernière des questions. Ok, très bien.
Alors, s'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi donc, cette conférence avec Loufra Badi. Alors, je suis extrêmement contente de la connaître. Alors, excusez-moi. Il y en a une en fait dans le chat, une personne qui demande pourquoi les marques de luxe made in Africa sont méconnues, voire… Mais tout le problème est là. Ok, super question encore une fois. La question est de dire, elles sont méconnues parce qu'on n'associe pas le luxe à l'Afrique. Voilà, ça c'est le luxe, la norme, c'est l'Europe. Le luxe est une construction purement européenne. Pour nous, occidentaux, on se dit que, bah, voilà, quand on parle de luxe, on pense à Dolce & Gabbana, Chanel, Audemars Piguet, enfin, toutes ces marques-là. On ne laisse pas l'Afrique la place de s'exprimer en termes de luxe parce qu'on cantonne l'Afrique à ces 12 mots. À la malnutrition, aux guerres tribales, et toutes ces choses. Et justement, tout l'enjeu à travers de cette conférence, c'était vous montrer, de vous pousser à avoir cet exercice intellectuel de se dire que non, il y a bien plus. Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'on est tellement encastré dans une vision des choses qu'on n'arrive pas à voir l'Afrique autrement. Et donc, penser Afrique au luxe, quand 41% de la population vit avec $2, c'est absurde. Donc voilà pourquoi les gens ne pensent pas au luxe en Afrique. Pourtant, il y en a. Ok, alors donc, on va donc arriver à temps donc, de cette conférence. Toutes les autres questions, je vous invite donc à poser à Louvra directement dès que vous avez son courriel. Et donc, je vous remercie à toutes et à tous donc, d'être venus aujourd'hui sur cette conférence avec Louvra. Dans le cadre de mon cercle que j'ai fondé qui s'appelle Lean in Luxury. Et aussi, je suis extrêmement contente que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un sommet online sur le thème d'Afrique. Donc, c'est la 2e édition. Nous avons donc fait une première édition en 2020 avec Françoise Hernaez de Ipsos Luxe. Et nous continuerons donc, dans cette démarche-là. Et je suis extrêmement ravie aussi d'avoir de vos idées et vos inspirations pour les futures conférences à venir. Et dès que c'est possible, ce sommet sur l'Afrique et le luxe va se dérouler, donc bien entendu, dans un pays de l'Afrique et où je l'ai plaisir également de vous recevoir. Donc, encore une fois, merci et je vous dis à très vite. À très vite. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée.